Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Reda Chakami et j'ai le plaisir de faire cette première présentation enregistrée sur le cathétérisme droit et l'hypertension pulmonaire, ou plutôt sa réalisation dans l'hypertension pulmonaire. Cette présentation est dédiée à tous les cardiologues, invasifs et non invasifs, et servira de base à comprendre l'hémodynamique dans l'hypertension pulmonaire. Et on va commencer tout de suite. Le déroulement de cette vidéo se fera selon ce sommaire. On commencera par un quiz que je trouve assez utile pour juger la bonne réception de l'information de cette présentation. Ensuite, on développera le cathétérisme droit, son approche dans l'hypertension pulmonaire, et on finira par quelques cas cliniques réels avec les réponses du quiz à la fin. On commence donc par le quiz. Alors, ce sera des questions à réponse unique, et vous pourrez faire des pauses durant la vidéo pour lire tranquillement les questions. Première question, le cathétérisme droit est un examen avec un but diagnostique, thérapeutique, pronostique, les trois à la fois, ou est-ce que c'est un examen inutile? L'hypertension artérielle pulmonaire, que l'on abrège en HTAP. Est-ce que c'est un sous-groupe de l'hypertension pulmonaire? Est-ce que l'HTAP et l'HTP sont la même entité? Est-ce que l'HTAP est composé de 5 groupes? Est-ce qu'elle désigne seulement les causes idiopathiques héritables et génétiques? Ou est-ce que l'HTAP concerne finalement toutes ces réponses? Alors la réponse à cette troisième question donne pour moi l'information la plus capitale de cette présentation, car toute l'hypertension pulmonaire elle est basée dessus. La question dit, quelle est la bonne formule de la résistance à l'écoulement du sang dans les capillaires? Vous avez 5 choix avec toutes les opérations arithmétiques fondamentales possibles et une seule réponse est juste. Cette question reprend la question précédente, on insiste dessus parce que c'est très important. L'hypertension pulmonaire peut être due à uniquement à l'augmentation des résistances pulmonaires, uniquement à l'augmentation du débit cardiaque, uniquement à l'augmentation des pressions de l'oreillette gauche, ou est-ce que c'est l'augmentation isolée ou combinée de tous ces paramètres, ou finalement elle ne concerne aucun de ces paramètres? Première question, et c'est une question à choix multiples. Quelle est votre interprétation concernant les résultats de ces paramètres? Vous avez ici justement le tableau de la définition hémodynamique de l'hypertension pulmonaire. Vous avez à l'issue du cathétérisme droit trouvé une PAPM à 32 mm de mercure, une pression capillaire à 12 mm de mercure et des résistances à 1,5 unité Wood. Alors, je vous laisse voir le tableau et il faudra faire le choix parmi les réponses suivantes. Est-ce que c'est une erreur dans le compte rendu? Est-ce que c'est une hypertension pulmonaire précapillaire? Est-ce qu'elle est postcapillaire? Est-ce qu'elle est combinée? Ou est-ce que c'est une hypertension pulmonaire non classée? Pour cette question, il y a 2 réponses possibles. On va rentrer dans le vif du sujet, le cathétérisme droit. Le cathétérisme cardiaque remonte à 1844 où le docteur Claude Bernard a inséré un cathéter dans une veine jugulaire d'un cheval vivant. Et c'est en 1929 que le premier cathétérisme droit a été réalisé par le docteur Forsman sur lui-même, ce qui lui a valu d'être congédié et un prix Nobel. Et pour nos amis interventionnels, imaginez l'audace qu'il avait ce médecin lorsqu'il s'est inséré un cathéter de type sonde vésicale dans la veine du bras, tout en sachant que la technique de Seldinger n'a été inventée que 20 ans plus tard. Le dernier, dans le cathétérisme cardiaque, a mis les bases pour la physiologie cardiaque et l'hémodynamique. Et le fait marquant, c'est l'invention du cathéter Swan-Ganz, avec les noms des 2 médecins qui l'ont créé. C'est un cathéter particulier parce qu'il dispose à sa tête un ballon, ce qui permet d'occlure l'artère pulmonaire et de pouvoir mesurer les pressions en aval des capillaires pulmonaires et donc d'avoir une estimation de la pression de l'oreillette gauche, tout en restant que par une voie d'abord veineuse. Le cathétérisme droit est donc l'insertion d'un cathéter flexible dans les cavités cardiaques droites à titre diagnostique, thérapeutique et ou pronostique. En dehors d'un geste thérapeutique, l'acte est réalisé en ambulatoire, il dure 1 heure et la sortie se fait au décours 2 heures à 4 heures après. La voie d'abord peut être une voie périphérique, veineuse, fémorale ou brachiale, ou centrale, axillaire ou jugulaire. On y associe une voie artérielle en cas de cardiopathie congénitale. L'anesthésie est locale, elle peut être générale pour un adolescent anxieux ou les enfants. La procédure est réalisée avec un patient allongé sur la table de cathétérisme.
le transducteur de pression aligné au niveau médio-axillaire pour une standardisation des mesures. Le cathéter est donc inséré par voie veineuse et acheminé à travers les différentes cavités cardiaques, ici l'oreillette droite, le ventricule droit, l'artère pulmonaire, permettant le relevé de ces pressions. Et une fois le cathéter poussé jusqu'au bout de l'artère pulmonaire, la sonde à ballonnet disposant d'un orifice distal occlut l'artère pulmonaire. La pression recueillie à ce moment-là, c'est ce qu'on appelle la pression artère pulmonaire occluse, ou la wedge, qui est le reflet de la pression de l'oreillette gauche. En cas de sténose vasculaire ou valvulaire, on enregistre des gradients de pression qui s'expriment par des écarts de courbe entre les structures en amont et en aval de ces sténoses. Selon l'indication du cathétérisme droit, on peut être amené à réaliser des angiographies. Ici à votre gauche, c'est une angiographie pulmonaire droite normale. On voit l'artère droite proximale avec ses ramifications lobaires segmentaires et le produit de contraste qui va jusqu'en distalité. À votre droite, c'est une image fixe d'une ventriculographie avec le produit de contraste vers la voie de chasse, la valve aortique, l'aorte ascendante et descendante. Après la mesure des pressions, nous allons mesurer le débit cardiaque et nous disposons de deux moyens pour le faire. La première, c'est la méthode par thermodilution. On va injecter 10 cc de sérum froid dans le cathéter. Ce liquide froid va sortir par un trou proximal au niveau de l'oreillette droite. Il va se mélanger au sang et va être capté par un thermistor au bout distal de la sonde qui va enregistrer le changement de température. La formule de Stewart-Hamilton, qui figure ici, nous donnera la valeur du débit cardiaque. La deuxième méthode elle est basée sur le principe de Fick qui énonce que si on connaît la consommation corporelle en oxygène, les concentrations d'oxygène à l'entrée et à la sortie d'un organe, on arrivera à déterminer le débit cardiaque. Alors la VO2, la consommation en oxygène, comme vous le savez, on peut la mesurer par calorimétrie indirecte avec un masque facial, où en bas à droite vous avez l'image d'une canopée, c'est la même chose sauf que c'est moins intrusif. On ne le fait pas en salle de cathétérisme parce que c'est coûteux et ça consomme beaucoup de temps. Alors on utilise des AVAC, puisque la VO2 de repos, finalement, elle est déterminée par la surface corporelle et l'âge. On a des AVAC qui nous donnent une moyenne pour la catégorie de l'âge de patient et sa surface corporelle qu'on a ce jour-là. Les consommations d'oxygène à l'entrée et à la sortie, donc dans les artères et les veines, c'est des prélèvements qu'on fait en salle de cathétérisme avec un résultat qui est immédiat. Suite de ce cathétérisme cardiaque, nous allons relever les mesures de pression dans les différentes cavités cardiaques. On va faire les mesures des saturations aussi, qui vont nous donner le contenu artériel en oxygène, ce qui nous permettra de mesurer le débit cardiaque par la méthode de Fick. On aura aussi comme mesure le volume d'éjection systolique, le débit cardiaque. On va les indexer avec la surface corporelle. On aura les mesures des résistances vasculaires systémiques et des résistances vasculaires pulmonaires. Les résultats des résistances sont en dines secondes par centimètre puissance 5, avec la normale pour les résistances pulmonaires de 2 unités Wood, puisque 90 secondes par centimètre puissance 5, c'est 1 unité Wood. On va avoir recours au cathétérisme droit pour des indications diagnostiques et exploration essentiellement de l'hypertension pulmonaire. Ça nous permet de différencier les groupes. On va voir en détail ça tout à l'heure. Ça nous aide à différencier une cardiomyopathie restrictive et constrictive qui ont une finalité thérapeutique différente, évaluer en préopératoire des cardiopathies congénitales, des cardiopathies complexes. Il ne faut pas oublier que les explorations rythmologiques aussi sont un type de cathétérisme droit diagnostique. La biopsie endomyocardique aussi, elle est réalisée à titre diagnostique. Pour les indications thérapeutiques, le cathétérisme droit a été longtemps utilisé en réanimation au lit du malade pour guider la stratégie thérapeutique dans les états de choc. Ce n'est presque plus utilisé aujourd'hui en dehors des études. Sinon, on peut citer d'autres indications thérapeutiques, les fermetures des shunts intra- ou extracardiaques, les stentings des artères pulmonaires, les fermetures de fuite paraprothétique mitrale, les dilatations et implantations valvulaires du côté droit, ainsi de suite. Le cathétérisme droit est réalisé pour avoir des informations pronostiques dans le cadre de l'hypertension pulmonaire, ça sera notre topo suivant, dans le bilan de pré-transplantation cardio-pulmonaire et l'évaluation des shunts intracardiaques pour juger l'opérabilité des cardiopathies congénitales. Les contre-indications absolues du cathétérisme droit, en réalité, il n'y en a aucune. Comme je vous l'ai dit, la sonde de Swan-Ganz était posée à demeure chez les patients en état de choc en réanimation pour guider l'usage des catécholamines.
Pour un geste ambulatoire diagnostique, les contre-indications sont relatives et on peut citer la fièvre, un temps de saignement élevé, l'allergie et l'insuffisance rénale en cas d'angiographie associée à l'examen, mais qui n'est pas obligatoire. Les complications sont de l'ordre de 5 à 8% et concernent principalement les gestes thérapeutiques. Les événements indésirables liés au cathétérisme droit diagnostique sont très rares et sont limités à des hématomes ou points de ponction. Vous connaissez maintenant tout ce qu'il faut savoir pour le cathétérisme cardiaque droit et on va parler de sa pratique dans l'hypertension pulmonaire. L'algorithme diagnostique dans l'exploration de l'hypertension pulmonaire va nous situer la place du cathétérisme cardiaque droit. Le symptôme d'appel est la dyspnée et le premier examen, c'est l'échographie cardiaque. En cas de suspicion d'hypertension pulmonaire, des examens sont réalisés à type d'ECG, d'imagerie, de biologie, d'exploration fonctionnelle respiratoire pour distinguer une part pulmonaire d'une part cardiaque. En cas de suspicion d'embolie pulmonaire, une scintigraphie ventilation-perfusion est même réalisée. Et ce n'est qu'après ces examens que survient le cathétérisme cardiaque droit, qui va nous permettre de confirmer ou infirmer les examens précédents, de mieux affiner la sélection du groupe d'appartenance de l'hypertension pulmonaire et réaliser, si nécessaire, les tests de vasoréactivité. À l'échographie cardiaque, on va mesurer 4 paramètres qui vont intervenir dans le calcul du risque de l'hypertension pulmonaire. Ce sont la surface de l'oreillette droite, la présence d'un épanchement péricardique, le TAPS et la PAPS. Le ratio de ces deux derniers paramètres constitue le couplage ventriculo-artériel droit, qui est une meilleure estimation de la fonction ventriculaire droite face à la post-charge pulmonaire. Alors, c'est la diapositive la plus importante de cette présentation car elle permet de comprendre l'hémodynamique de l'hypertension pulmonaire. Pour cela, on va rendre hommage au médecin physicien du XVIIIe siècle, le docteur Jean-Léonard Marie Poiseuil, qui a démontré qu'un flux pulsé devenait laminaire dans des vaisseaux ou des tubes qui étaient moins d'1 millimètre. Et cela s'applique donc aux vaisseaux sanguins capillaires. Et son travail issu de la mécanique des fluides pouvait donc s'appliquer pour calculer les résistances à l'écoulement du sang le long des capillaires. Et il est exprimé par le rapport de la différence de pression à l'entrée et à la sortie de ce système divisé par le débit sanguin. Comment appliquer cette fameuse formule sur la circulation sanguine? Alors, la circulation sanguine est une circulation série avec une circulation systémique et une circulation pulmonaire. La résistance, donc systémique, on peut la calculer en prenant la pression à l'entrée et à la sortie du système capillaire systémique divisé par le débit qui le traverse. En dehors de cardiopathie congénitale et de shunt, le débit systémique est égal au débit pulmonaire. Lorsqu'on a des shunts, il faut calculer les débits séparément. Pareillement, lorsqu'on veut calculer donc les résistances des capillaires pulmonaires, et ici vous avez un agrandissement d'une alvéole avec cet enchevêtrement et amas de capillaires, de microcapillaires, on prend la pression à l'entrée et à la sortie des capillaires, et avec le débit qui traverse, on aura donc les résistances. La question qui se pose, c'est que la pression du côté systémique, artériel, pulmonaire aussi, c'est une pression qui est pulsée. Et il faudra pour la mesure prendre une pression moyenne. Pareillement du côté veineux, c'est une pression polyphasique, il faut prendre une pression moyenne. Alors, qu'est-ce que la pression moyenne? Eh bien, la pression artérielle moyenne est une pression théorique équivalente à celle qui assurerait un débit de sang dans l'organisme identique tout au long des cycles cardiaques. C'est ce qu'appellent les réanimateurs la pression de perfusion. Ici, la pression artérielle moyenne est définie comme la moyenne géométrique de la pression sur une pulsation. C'est ce qui est illustré ici. Et nous avons une formule pour l'approximer que vous connaissez très bien, systole plus 2 fois diastole divisé par 3. Comment ça va s'appliquer en moyenne au niveau pulmonaire? On a ici une illustration du système capillaire pulmonaire. Et lorsqu'on fait le cathétérisme cardiaque, on va avancer notre cathéter au niveau de l'artère pulmonaire. Le recueil qu'on aura, c'est une pression artérielle pulsée avec une systole, une diastole et une moyenne qui sera calculée par la machine. Au fur et à mesure qu'on avance notre cathéter à ballonnet dans les artères segmentaires et sous-segmentaires, on va boucher ces artères-là et la mesure qu'on aura, c'est la pression de l'artère pulmonaire occluse. C'est en vérité la colonne de pression, on aurait dû le montrer ici avec une flèche, la colonne de pression de sang qui est en aval du système capillaire
et qui va vers le cathéter. Cette pression artère pulmonaire d'occlusion, elle approxime la pression de l'oreillette gauche. C'est ce qu'on appelle aussi la pression artérielle pulmonaire wedge et est un peu équivalente aussi de la pression télédiastolique du VJ. Selon la formule de Poiseuil, les résistances, c'est la différence de pression divisée par le débit pulmonaire. Et ben on arrive à cette conclusion-là, que la pression de l'artère pulmonaire moyenne est égale au débit pulmonaire fois les résistances vasculaires pulmonaires plus la pression de l'oreillette gauche. On a, avec cette formule, les trois causes d'hypertension pulmonaire. Si on a une élévation du débit pulmonaire, c'est une hypertension précapillaire. Si c'est une élévation des résistances, c'est une hypertension capillaire. Et dans les livres, elle est toujours notée précapillaire, mais j'ai tenu à faire cette différence pour distinguer les causes de l'hypertension pulmonaire. Et quand c'est une augmentation de la pression de l'oreillette gauche, donc du cœur gauche, c'est une hypertension pulmonaire post-capillaire. Comme on vient de voir, la PAPM est égale le débit pulmonaire fois les résistances vasculaires pulmonaires plus la POG moyenne. Il va sans dire qu'une augmentation chronique de la POG moyenne ou du débit pulmonaire conduise à une augmentation des résistances vasculaires pulmonaires. C'est comme ça que le poumon se protège du stress, de l'hyperdébit ou de la pression post-capillaire élevée. Dans la définition de l'ESC 2022, on parle d'hypertension pulmonaire quand la pression artérielle pulmonaire moyenne est supérieure strictement à 20 mm de mercure. Quand on fait le cathétérisme et qu'on a 21 ou plus, on va mesurer la pression de l'oreillette gauche ou la pression de l'artère pulmonaire d'occlusion. Si elle est inférieure à 15 mm de mercure, égale ou inférieure à 15 mm de mercure, c'est qu'elle est normale. On est donc dans une hypertension précapillaire. Si elle est supérieure strictement à 15, on a deux cas de figure. Elle est isolée quand les résistances pulmonaires sont normales. Elle est combinée quand les résistances pulmonaires sont élevées. Vous remarquerez que dans cette définition, on ne parle pas de débit pulmonaire, en tout cas en 2022. On va détailler la participation de chaque élément de la formule de l'hypertension pulmonaire, que sont le débit, la résistance et la pression de l'oreillette gauche. Et pour cela, on va faire un petit rappel sur la classification clinique des groupes. Cette classification a été basée sur une même atteinte physiopathologique. Le premier groupe, c'est le groupe de l'hypertension artérielle pulmonaire et c'est une atteinte primitive des capillaires pulmonaires, avec un remodelage, une hypertrophie de l'intima média, de la fibrose. Le deuxième groupe, c'est l'hypertension pulmonaire associée aux maladies du cœur gauche. Le troisième, ce sont les maladies tissulaires pulmonaires qui sont à l'origine de l'hypertension pulmonaire. Le quatrième groupe, ce sont les obstructions pulmonaires, soit par des sténoses des artères pulmonaires ou la maladie thromboembolique chronique. Le cinquième groupe, c'est un groupe d'hypertension pulmonaire composé de maladies ou de facteurs multiples comme l'hypoxie, l'anémie, les maladies hématologiques, la sarcoïdose, etc. Premier cas de figure, l'hypertension pulmonaire précapillaire, et j'ai mis capillaire entre parenthèses pour montrer que c'est une augmentation exclusive des résistances vasculaires pulmonaires. Ça veut dire que lorsque j'ai fait le cathétérisme, j'ai retrouvé une PAPM élevée avec un débit normal, une POG normale et juste les résistances qui sont élevées. Ça se traduit comment? C'est qu'au niveau pathophysiologique, il y a un rétrécissement au niveau des capillaires qui gêne l'écoulement du sang au niveau des capillaires pulmonaires. Les groupes, on peut retrouver ce type d'hypertension pulmonaire précapillaire. C'est le groupe 1, le groupe de l'hypertension artérielle pulmonaire. Le groupe 3, avec l'hypertension pulmonaire associée à une maladie pulmonaire, telle la fibrose, les syndromes interstitiels, etc. Le groupe 4, l'hypertension pulmonaire associée à l'obstruction des artères pulmonaires par sténose ou par embolie pulmonaire chronique. Et le groupe 5, ce sont les causes multifactorielles. Deuxième cas de figure, je fais le cathétérisme et je mesure une pression d'artère pulmonaire moyenne supérieure ou égale à 21. Donc une hypertension pulmonaire. La POG normale, je suis donc en précapillaire, mais je retrouve des résistances vasculaires pulmonaires normales et surtout un débit pulmonaire très élevé. Les pathologies où je peux retrouver cette hypertension pulmonaire précapillaire par hyperdébit appartiennent toutes au groupe 1, le groupe de l'hypertension artérielle pulmonaire. Et ce sont les HTAP associés à l'hypertension portale,
aux cardiopathies congénitales, donc aux shunts, et à la schistosomiase ou la bilharziose. Troisième cas de figure, la PAPM est élevée, donc une hypertension pulmonaire. On mesure la POG qui est élevée également, donc post-capillaire. Alors, à ce stade, elle est isolée quand on mesure les résistances et le débit et qu'on les retrouve normaux. Elle est combinée lorsque on a une augmentation d'un ou des deux paramètres. On verra ça à la diapositive suivante. Dans le cas d'une hypertension pulmonaire post-capillaire isolée, c'est l'atteinte du corps gauche, c'est-à-dire une dysfonction diastolique soit de l'oreillette, soit du ventricule, et c'est généralement au stade débutant, puisqu'on n'a pas encore une protection pulmonaire par augmentation des résistances. Et dernier cas de figure, c'est une hypertension pulmonaire avec augmentation de la pression de l'oreillette gauche, donc post-capillaire, et cette fois-ci combinée, puisqu'il y a aussi une augmentation des résistances vasculaires pulmonaires. Alors ce cas de figure-là, c'est l'évolution naturelle de toutes les maladies du corps gauche lorsqu'elles deviennent chroniques, donc c'est le groupe 2. Et on peut citer aussi les causes multifactorielles du groupe 5, mais il ne faut pas oublier qu'on peut avoir une hypertension pulmonaire précapillaire avec une dysfonction diastolique gauche surajoutée. Ça veut dire qu'on peut avoir un patient qui a une maladie pulmonaire, donc un groupe 3, donc une cause précapillaire pure, mais avec le temps, avec l'âge, il développe aussi une dysfonction auriculaire suite à une fibrillation auriculaire, et on a donc une cause post-capillaire qui se rajoute avec le temps. Quand est-ce qu'on réalise un test de vasoréactivité? Eh bien, lorsqu'on fait le cathétérisme et qu'on se retrouve devant une hypertension pulmonaire précapillaire, et qu'avec les éléments du dossier, on arrive à classer le patient dans le groupe 1, c'est-à-dire le groupe de l'hypertension artérielle pulmonaire. Les recommandations exigent de faire le test de vasoréactivité quand on est juste devant trois types d'HTAP. Lorsqu'elle est idiopathique, donc on n'a pas trouvé de cause, lorsqu'elle est génétique ou héritable, ou lorsqu'elle est toxique ou iatrogène. En dehors de ces cas-là, il ne précise pas de le faire. En pratique, on a une indication un peu large au cas où on aurait raté une information dans le dossier, et on l'utilise aussi dans certaines cardiopathies congénitales pour juger de la réversibilité, pour donner une chance d'opérabilité. Comment ça se passe? Le patient sur la table, on lui met l'oxygène à 100% et on rajoute du monoxyde d'azote. Et la réponse, elle est assez rapide avec un délai assez court de quelques minutes. On recherche une baisse de la pression artérielle pulmonaire moyenne qui doit descendre à moins de 40 mm de mercure avec une différence nette de la systolique de plus de 10 mm de mercure. Si on a cette réponse, et c'est assez rare, eh bien, c'est les rares cas où on peut donner un traitement vasodilatateur à base d'inhibiteurs calciques avant de passer, en cas de résistance, aux autres inhibiteurs de la diphosphoestérase ou les antagonistes de l'endothélie. Une fois le cathétérisme terminé, vous aurez à votre disposition les éléments hémodynamiques qui vous permettront de calculer le risque de la mortalité à 1 an. Ces déterminants du pronostic sont la pression de l'oreillette droite, l'index cardiaque, l'index d'éjection systolique et la saturation veineuse mixée. Vous verrez dans la prochaine diapositive comment on calcule ce risque-là. Bien que ça dépasse l'étendue de notre présentation, juste un petit mot sur la méthode de calcul de risque. Le tableau précédent, c'était pour calculer le risque des patients, leur pronostic à 1 an. Et bien, pour un patient donné, on va prendre des éléments qu'on a vus dans le tableau précédent. Ces éléments-là, on va leur attribuer un point selon est-ce qu'ils sont dans la partie haut risque, intermédiaire ou bas risque. Et c'est la somme de ces points qu'on va diviser par le nombre de paramètres. Une fois divisé par le nombre de paramètres, le score obtenu va nous permettre de catégoriser le patient dans un score de risque de 3 strates ou 4 strates, et ça nous permet d'adapter le traitement. Pour finir et compléter la présentation sur l'hypertension pulmonaire, juste une petite slide sur le traitement. Ici, on a l'algorithme du traitement de l'hypertension artérielle pulmonaire, idiopathique, héritable, toxique ou associée au connectivite. Une fois que le diagnostic de l'hypertension pulmonaire est réalisé et que le test de vasoréactivité est négatif, chez les patients qui n'ont pas de comorbidité cardio-pulmonaire, selon leur score de risque, on va initier le traitement. Alors ici, il montre qu'avec un risque élevé, on a un traitement combiné d'emblée,
il faut savoir que très certainement, c'est des choses qui vont évoluer assez vite avec les mises à jour des recommandations. Parce qu'on a des études qui disent que même pour les bas risques et risques intermédiaires, il vaudrait mieux commencer par un traitement combiné. Et une petite information, ici on distingue les patients avec comorbidité cardio-pulmonaire et sans comorbidité. Il s'est avéré que dans les études initiales d'hypertension pulmonaire, les patients inclus n'avaient pas de comorbidité cardio-pulmonaire et donc toutes les études incluaient juste ces patients-là. Et avec l'évolution du temps, maintenant ils ont remarqué qu'il y a plus de patients qui avaient donc une hypertension précapillaire et qui présentaient des comorbidités cardio-pulmonaires. Or, ils n'ont pas été inclus dans l'étude et c'est pour ça qu'ils les ont exclus pour le moment avec une prudence au niveau du traitement juste par inhibiteur de la diphosphorestérase et c'est une classe 2A. Mais bien évidemment, tout cela va changer avec l'évolution des recommandations. On va passer maintenant aux cas cliniques qui sont des cas réels qui vont illustrer un peu tout ce qu'on a dit à propos du cathétérisme droit et de l'hypertension pulmonaire. Le cas pratique numéro 1, c'est un patient de 48 ans qui m'a été adressé en 2022 pour cathétérisme droit. Il n'avait aucun antécédent personnel ni familial et il se plaignait à l'époque d'une dyspnée d'effort et puis rapidement de repos. Il avait vu donc son cardiologue qui avait réalisé l'échographie cardiaque. La fonction ventriculaire droite était normale, la PAPS très élevée à 60 mm de mercure. Il a ensuite fait le scanner thoracique injecté qui retrouvait un parenchyme pulmonaire normal, sans embolie pulmonaire et un TAP dilaté. Alors, lui étant un confrère, il a pu faire tout le bilan habituel avant d'arriver au cathétérisme, mais c'est assez rare. Sur 10 patients, j'en ai peut-être un ou deux qui ont fait tout ce qui est nécessaire avant. Malheureusement, on n'a pas toujours le dossier complet, mais n'empêche qu'on peut toujours rattraper un peu le coup. Il avait fait la scintigraphie pulmonaire de perfusion, la ventilation n'existant pas à l'époque, qui, elle, par contre, montrait une forte suspicion d'embolie pulmonaire, donc une disparité avec le scanner. D'où l'intérêt finalement d'avoir toujours des examens qui confirment ou infirment les précédents. Les EFR étaient normales, le DLCO n'a pas été fait, l'échographie abdominale montrait juste une petite stéatose hépatique, il avait fait les sérologies HIV et hépatite C qui étaient négatives. Au cathétérisme cardiaque que j'avais réalisé à l'époque, on retrouvait une PAPM à 47 mm de mercure, donc on confirme l'hypertension pulmonaire. La pression télédiastolique du ventricule gauche à 8, qui est normale. Comme je vous l'ai dit, cette pression, c'est le reflet de la pression de l'oreillette gauche. Donc, on exclut d'emblée les causes postcapillaires et combinées. Ensuite, l'index cardiaque qui est très bas, à 1,97 litres par minute par mètre carré, pour une normale à 2,5. Ça veut dire qu'on va retrouver des résistances très élevées à 11,59 unités Wood qui vont limiter le flux sanguin et donc abaisser le débit cardiaque. On était devant une hypertension pulmonaire précapillaire par élévation majeure des résistances vasculaires pulmonaires. Je fais assez souvent l'angiographie et ce cas-là, c'était le cas parfait pour bien le faire puisqu'on avait cette discongruence entre la scintigraphie et le scanner thoracique injecté. Vous avez ici sur l'angiographie de gauche l'artère pulmonaire droite avec ses ramifications vers les trois lobes et l'extension juste en distalité, et sur la droite, l'artère pulmonaire gauche avec ses ramifications pour le lobe supérieur et inférieur, toujours sans aucune image de soustraction ni d'embole. On était donc devant une hypertension artérielle pulmonaire, puisqu'on est dans le premier groupe, et l'exploration ne devrait pas s'arrêter là. Il faudra obligatoirement faire le test de vasoréactivité. Lors du test de vasoréactivité, quelques minutes après la mise en place du protoxyde d'azote, on remarque la chute de la PAPM de 47 mm de mercure de base à 32 et sans chute du débit cardiaque, ce qui satisfait donc les critères de vasoréactivité. C'est assez rare. Et dans ce cas, le patient, il peut bénéficier simplement, initialement en tout cas, d'un traitement vasodilatateur par inhibiteur calcique. On avait essayé l'Amlor à 20 mg par jour, qu'il avait mal toléré en raison d'œdème des membres inférieurs, et on était passé à la nifedipine LP, 30 mg, 2 comprimés le matin et 2 le soir, qu'il avait bien toléré, et avec une amélioration spectaculaire. Avec le suivi actuellement à 3 ans, le patient il ne rapporte aucune dyspnée. L'échographie, la fonction ventriculaire droite
longitudinale est normale, la PAPS mesurée estimée à 25 mm de mercure, et à la biologie, le BNP était à juste 6,8. Le deuxième cas, c'est un patient de 48 ans qui présentait une dyspnée stade 3 depuis un épisode de pneumopathie virale. C'était les années post-Covid. Il n'avait pas réalisé le test lors de son infection virale. Le NT-proBNP était très élevé à 1300. À l'échographie, une forte suspicion d'hypertension pulmonaire avec une PAPS à 90 mm de mercure. Il avait réalisé le scanner thoracique avec injection qui orientait le diagnostic vers une embolie pulmonaire chronique. Le cathétérisme droit, à l'époque, montrait une PAPM à 58 mm de mercure, donc une hypertension pulmonaire. La pression capillaire à 8 normale, donc une hypertension pulmonaire précapillaire. Le débit cardiaque assez bas avec des RVP très élevés, et donc c'est une hypertension précapillaire par élévation des résistances vasculaires pulmonaires. On réalise donc l'angiographie. Ici, vous avez l'angiographie de l'artère pulmonaire droite avec l'artère lobaire supérieure, ses ramifications moyennes et inférieures. Et vous verrez une occlusion de l'artère lobaire inférieure ici. Vous remarquerez une sténose de la lobaire moyenne. Également, du côté gauche, l'artère pulmonaire gauche, vous verrez que tout le segment inférieur n'est pas vascularisé avec occlusion de l'artère lobaire inférieure à ce niveau-là. On est donc face à une hypertension pulmonaire thromboembolique chronique, donc l'hypertension pulmonaire appartenant au groupe 4. Troisième et dernier cas, pour vous montrer la diversité des résultats possibles dans le cathétérisme cardiaque droit, c'était une patiente de 31 ans qui avait rapporté une dyspnée d'effort en la moitié de l'année 2022. Elle n'avait pas d'antécédents particuliers, et puis comme on cherchait pour tout le monde, on trouvait toujours une infection Covid. L'échographie montrait une PAPS très élevée à 55 mm de mercure, le scanner thoracique un tronc de l'artère pulmonaire dilaté, sans autre anomalie rapportée, un parenchyme normal et sans embolie pulmonaire. Elle avait été mise sous traitement vasodilatateur et elle m'a été adressée pour cathétérisme droit. Au cathétérisme, j'avais une PAPM qui était à 37 mm de mercure, donc une hypertension pulmonaire, précapillaire, puisque la pression capillaire est normale. Les RVP étaient légèrement élevés, donc par élévation des résistances vasculaires pulmonaires. Ça, c'est l'index pulmonaire, et ça, c'est l'index cardiaque, parce qu'on arrive durant le cathétérisme cardiaque à mesurer les débits des organes séparés, et un rapport pour les zones initiées QPQS supérieur à 2, ça veut dire que le débit pulmonaire est 2 fois plus élevé que le débit systémique. On a donc une hypertension pulmonaire précapillaire par élévation certes légère des résistances vasculaires pulmonaires, mais surtout un hyperdébit pulmonaire significatif, et cela oriente grandement vers un shunt intra- ou extracardiaque. Alors justement, il est où le shunt? Quand on fait le cathétérisme avec oxymétrie, on fait des gaz du sang pour mesurer la saturation en oxygène des différentes structures cardiaques. Ici, dans la veine cave supérieure, j'avais 72,5%. Dans la veine cave inférieure, 80%. Ceci me permettra d'estimer la saturation veineuse mixée. Alors, un petit point avant d'aller plus loin, on va parler de la saturation veineuse mixée chez les sujets sains. La saturation veineuse mixée, c'est la saturation veineuse du sang qui provient des membres supérieurs, des membres inférieurs et du sinus coronaire qui va se mélanger dans l'oreillette droite. Pour le mesurer, c'est plus facile lorsque ce sang va se retrouver dans une cavité unique, le ventricule droit ou l'artère pulmonaire, et on aura donc une mesure exacte. Quand on a des cardiopathies congénitales, on va l'estimer grâce à une formule issue bien sûr d'une étude sur des cas volontaires, et généralement, cette saturation veineuse mixée, elle va approximer la veine cave supérieure. Ici, en la calculant, on retrouve 75%. Donc revenons à notre cas, la saturation veineuse mixée, elle devrait être à 75%. Quand je mesure la saturation dans l'artère pulmonaire est à 86%, la différence est trop importante. On parle d'une marche d'escalier ou le step-up en anglais, et cela veut dire qu'il y a un enrichissement de sang venant des cavités gauches, donc à ce niveau, soit au niveau de l'oreillette droite, ventricule droit ou le début de l'artère pulmonaire. Comme on a dit, le shunt doit se retrouver au niveau des cavités droites, pratiquement entre l'endroit où j'ai fait la mesure dans la veine cave supérieure et inférieure et l'endroit où je l'ai fait au niveau de l'artère pulmonaire. Toute cette zone-là, c'est là où le shunt peut se faire. Donc, pour répondre à cette question, je fais d'autres mesures dans l'oreillette droite et là, j'avais retrouvé 88%. Ça veut dire que le shunt se situe dans cette zone-là.
Elle n'avait pas de CIA, mais ce qu'elle avait, c'était une connexion anormale des veines pulmonaires qui se jetait directement dans la veine cave supérieure. Au lieu que le sang enrichi en oxygène revenant des poumons aille vers l'oreillette gauche, il allait vers la veine cave supérieure, occasionnant un shunt gauche-droit. Et c'est ce qu'on appelle un retour veineux pulmonaire anormal partiel. Il donne la même symptomatologie qu'une CIA, avec une hypertension pulmonaire d'hyperdévie et très peu d'élévation des résistances, sauf à partir de la 5e décennie et au-delà. Effectivement, lorsqu'on relit le scanner, on retrouve cette connexion entre la veine pulmonaire et la veine cave supérieure qui n'a pas été vue. La patiente a été opérée et a été revue par son cardiologue qui ne retrouvait plus d'hypertension pulmonaire. La PAPS à l'ETT était normale à 28 mm de mercure. C'était donc une hypertension artérielle pulmonaire, c'est le groupe 1, associée donc à une cardiopathie congénitale, heureusement curable à ce niveau-là encore. On va procéder maintenant aux réponses des questions du début de la présentation. Le cathétérisme droit est donc un examen avec un but diagnostique, thérapeutique et pronostic. L'hypertension artérielle pulmonaire est un sous-groupe de l'hypertension pulmonaire. Elle correspond juste aux pathologies du premier groupe de l'hypertension pulmonaire. La réponse à la question « Quelle est la bonne formule de la résistance à l'écoulement du sang dans les capillaires ?» c'était la réponse A. Les résistances est égale à la différence de pression à l'entrée-sortie d'un organe divisé par son débit. Cette question, elle reprend la précédente, elle est juste exprimée différemment. C'est très important d'intégrer la formule de Poiseuille parce que toute l'hypertension pulmonaire, elle est basée sur les paramètres qui la composent. La question dit l'hypertension pulmonaire peut être due à. La réponse, c'était l'augmentation isolée ou combinée des paramètres suscités, c'est-à-dire ces paramètres qui composent la loi de Poiseuille. Ce sont les résistances vasculaires pulmonaires, le débit cardiaque et la pression de l'oreillette gauche. La dernière question, c'est un cas pratique de résultat de cathétérisme droit. Alors, je vous rassure, vous n'aurez jamais à interpréter les résultats comme ça. Il faut savoir toujours les lire et les critiquer et en discuter avec le cathétériseur. Mais vous aurez toujours une conclusion qui vous orientera dans votre diagnostic et l'intégrer dans le contexte clinique de votre patient. On va faire donc l'interprétation ensemble. La PAPM est à 32 mm de mercure. On est bien dans une hypertension pulmonaire, puisque la définition est une pression d'artère pulmonaire moyenne strictement supérieure à 20. On a une pression de l'artère pulmonaire d'occlusion à 12 mm de mercure, c'est-à-dire que la pression de l'oreillette gauche est normale. On va exclure d'emblée les causes postcapillaires et les causes combinées. On est donc dans une hypertension pulmonaire précapillaire, sauf que dans les recommandations, il parle que pour en parler, il faut avoir des résistances vasculaires pulmonaires supérieures strictement à 2 unités Wood et on trouve 1,57 unités Wood. Alors, est-ce que c'est une erreur dans le compte rendu? Pas du tout. C'est bien une hypertension pulmonaire précapillaire et c'est d'ailleurs des hypertensions pulmonaires qu'on voit très souvent dans les cardiopathies congénitales ou les maladies qui provoquent justement une augmentation du débit pulmonaire. Là, vraiment, la seule chose qu'il faut retenir de cette présentation, c'est les éléments qui influent sur l'hypertension pulmonaire. Je les rappelle, ils sont trois. Les résistances vasculaires pulmonaires, la pression de l'oreillette gauche et le débit cardiaque ou le débit pulmonaire si c'est des shunts. Et donc ici, il n'est pas cité le débit cardiaque et ils en parlent dans les recommandations comme étant une hypertension pulmonaire non classée. Certainement qu'avec les prochaines recommandations, ils vont affiner cette catégorie-là, mais sachez que on voit souvent ce genre d'hypertension pulmonaire avec des RVP normales dans les cardiopathies congénitales débutantes, lorsqu'elles n'ont pas eu le temps d'augmenter leur résistance. Voilà, on arrive à la fin de notre présentation. Comme on l'a vu, le cathétérisme droit est à l'origine de nombreux actes en cardiologie interventionnelle, diagnostique et thérapeutique. J'espère qu'on aura l'occasion de les aborder dans d'autres présentations enregistrées. Merci beaucoup pour votre attention et j'espère que ça a été utile et que ça a pu répondre à vos questions. À très bientôt.